tout de suite débuter. Alors, Euh, Bonjour tout le monde. Merci à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui pour ce LinkedIn en direct Espace FECOA qui va porter sur Socodévi, la Société de coopération pour le développement international qui célèbre cette année ses 40 ans. Je me présente, je m'appelle Claire Gosselin-Gagnon et je suis conseillère aux affaires coopératives et mutualistes au CQCM, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Et c'est moi qui ai le plaisir d'animer cette rencontre, mais aussi avec mes collègues, on anime le groupe LinkedIn qui héberge cette série de rencontres où on veut mettre en lumière des coopérateurs, des coopératrices, mais surtout des initiatives inspirantes pour le mouvement coopératif et mutualiste. Pour participer à la conversation, n'hésitez pas à échanger dans le clavardage de la rencontre et on va se réserver aussi une petite période de questions à la fin pour répondre à celles que vous écrirez là, dans le clavardage. Donc, pour commencer avec l'année internationale des coopératives qui est en cours et le 40e anniversaire de Socodévi cette année, qui était essentiel pour notre équipe de mettre en lumière l'organisation qui est Socodévi et l'impact immense que cette ONG québécoise, fièrement québécoise, a dans le monde. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Jean-Philippe Marcoux, qui est le directeur général de Socodévi. Bonjour Jean-Philippe. bonjour, Claire. Je t'invite à te présenter pour les gens qui sont avec nous. Bonjour, je suis Jean-Philippe Marcoux, le directeur général de Socodévi depuis un peu plus que 5 ans maintenant. Merci beaucoup pour l'invitation CQCM. Je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Et je peux peut-être commencer par vous parler de mon parcours un peu, puis vous Oui, s'il te expliquer un peu plaît. comment on atterrit directeur général de Socodévi il y a 5 ans. Ça n'a pas été une ligne droite, en tout cas. Euh, j'ai étudié à l'université une première fois, j'ai voyagé un peu, puis après ça, je me suis posé quelques questions quand même, puis à un moment donné, ça a été clair pour moi que je voulais travailler en coopération internationale. Mais je savais pas comment me rendre là. Puis Mhm. j'ai décidé de suivre un peu mon instinct, mon cœur. Pour des raisons que je m'explique pas trop encore, j'avais le goût de faire de la philo. Fait que j'ai étudié en philo. La philo. J'ai fait un bac en philo à Wow. l'Université de Montréal. Et j'ai surtout étudié sur les questions de politique, de morale, de droit, etc. La philosophie derrière ça. Et vers la fin de mon bac, il y a eu une nouvelle maîtrise qui s'est créée à l'UQAM en droit international et politique internationale. Je me suis dit, ah, ça pourrait être pas mal ça. Puis entre-temps, avant de faire ça, je suis passé par l'Institut international des droits de l'homme à Strasbourg, en France. J'allais faire un certificat. Puis j'ai fait cette maîtrise-là par la suite. Et au cours de la maîtrise, j'ai étudié que des sujets reliés à la coopération internationale, sur les grandes institutions financières internationales, sur l'aide au développement. Et j'ai commencé à travailler comme assistant de recherche dans un groupe de recherche, le groupe de recherche sur les activités minières en Afrique. OK. Et assez vite, c'est apparu que, bon, là, je me destinais pas pour la recherche, j'avais le goût de travailler, j'avais le goût de... Et comme beaucoup dans le secteur, j'ai eu un premier poste de volontaire au Rwanda. Et je suis arrivé là en 2004, donc au Rwanda, avec une organisation qui s'appelle Right to Play, qui utilise toujours le jeu et le sport pour l'éducation des enfants, des jeunes, sur OK. différentes thématiques, la santé, la paix, la résolution des conflits, etc. Et j'ai fait 7 ans et demi avec eux au Rwanda, au Tchad, au Mali, à Toronto, puis au Ghana. Et Toronto est décalé un petit ouais, peu là, dans... le siège était à Toronto. OK. Donc, j'ai fait 1 année et demie à Toronto. Puis pour moi, c'était comme une expatriation, très franchement. Ouais. Par la suite, j'ai changé d'organisation. Je suis allé pour une grande organisation qui s'appelle Merci Corps. Et avec eux, j'ai travaillé en République centrafricaine, en Haïti et les 4 dernières années en République démocratique du Congo, dans l'Est, basé à Goma, sur la frontière avec le Rwanda. Puis c'est beaucoup avec eux où là, dans tous les pays où j'ai travaillé, il y avait notamment des projets de développement économique, d'appui aux associations de femmes, de développement économique pour les jeunes, de développement agricole, de sécurité alimentaire, où là, on travaillait avec des associations de producteurs, des coopératives aussi. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'imprégner plus de projets de développement économique, disons, et à me rapprocher un peu des coopératives et des groupements de producteurs. Et c'est ça un peu qui m'a amené à Socodévi, là, et d'avoir un peu de bon sens dans les entretiens avec le CA.
c'est intéressant parce que sans- un emploi dans le domaine de la coopération internationale, c'est pas juste un emploi, c'est aussi un engagement personnel en même temps qu'un engagement professionnel parce que travailler dans un autre pays, ben, on y vit, on développe un cercle de connaissances, un entourage. On dirait que ça prend pas juste une partie de soi qui est l'aspect travail, mais une partie entière de la Oui, personne qui le oui, c'est fait. sûr, quand on va travailler à l'étranger pendant 15 ans, comme je l'ai fait, Mhm. ça prend un investissement un peu intégral, Ouais. j'oserais dire. Mais travailler pour une ONG internationale, tu sais, on peut, par rapport aux coopératives et au mouvement coopératif, tu sais, les deux, on travaille dans les deux cas pour des entreprises qui ont des missions fortes, des missions claires. Mhm. Puis l'engagement, il vient surtout de là. Il vient dans l'engagement de la mission de l'organisation pour laquelle on travaille. C'est pour ça qu'on fait ça. Alors oui, des fois, on est amené à le faire ailleurs ou à voyager beaucoup. Mais l'engagement, à la base, il est le même, je pense, que pour la majorité des coopérateurs et des coopératrices et des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est intéressant, merci. Euh, si on revient à Socodevi, comment est-ce que Socodevi a réussi à devenir en 40 ans la plus grande ONG de développement coopératif international au monde? Ce qui n'est pas rien, là. Dans quel contexte est-ce que Socodevi a été créé en 85? Ben, justement, en 1985, c'est des coopérateurs, probablement majoritairement à l'époque, oui, des coopérateurs de six mutuelles et coopératives québécoises, dont Mhm, SSQ et Promutuelle, qui sont toujours membres de Socodevi, qui avaient cette volonté-là vraiment d'utiliser l'expérience et l'expertise québécoise en développement coopératif à l'international. Alors, ils se sont réunis, ils ont créé Socodevi et ben, au fil des années, on a agrandi notre réseau. D'abord ici, hein. Maintenant, on a 14 membres et on a 15, bientôt 16 membres auxiliaires. OK. On a noué des partenariats ici à l'international. On a commencé à travailler dans un pays, puis deux pays, puis trois Mhm, pays. Alors, on a aussi tissé des liens avec des coopératives dans différents pays. On a tissé des liens avec des bailleurs de fonds. On a développé au fil du temps des nouvelles expertises et notre réseau de membres aussi nous a fourni des expertises dont on avait besoin nous-mêmes pour se renforcer, mais aussi pour appuyer les coopératives. Alors, ben, 40 ans plus tard, ça fait on a travaillé dans quoi? Jusqu'à maintenant, 44 pays à peu près. On a OK. mis en œuvre plus de 1000 projets. On a non, 500 projets, pardon. Et on a appuyé plus de 1000 coopératives et entreprises associatives. Et on évalue à au moins 14 millions de personnes qui ont été touchées par les projets de Socodevi dans ces 40 dernières années-là. Donc, oui, la petite organisation qui a eu un premier projet Mhm. en 1985 est devenue tout autre chose aujourd'hui. Et là, vous êtes dans combien de pays dans le monde actuellement? Ben, actuellement, 40 ans plus tard, Socodevi, on travaille dans 20 pays dans le monde, hein, en Amérique latine, en Afrique, hein. L'Amérique latine, ça a été souvent au début le cœur un peu de Socodevi. C'est là qu'on a eu les premiers projets. Mhm, Il y a eu des projets en Afrique aussi. Mais maintenant, on est vraiment sur 4 continents. Amérique latine, Afrique, récemment de retour en Asie. Et on travaille aussi en Ukraine mhm. depuis plus d'une quinzaine d'années. Actuellement, c'est une trentaine de projets, au moins 2 millions de personnes qui sont touchées par nos projets. On a 70, 65, 70 collaborateurs ici au Québec, plus de 350 autres dans les différents projets, plusieurs partenaires et je vous donne une primeur aujourd'hui, là. Je vais demander l'approbation au CA vendredi prochain pour le plus important budget de l'histoire de l'organisation à 54 millions de dollars canadiens ou à peu près. Pour Wow. placer ça dans le contexte de la coopération internationale, qu'est-ce que ça veut dire 54 millions pour une organisation canadienne? Ben, on est notre bailleur principal, c'est Affaires mondiales Canada, hein, le Mhm. ministère des Affaires étrangères. On est le
principal, le premier partenaire d'Affaires mondiales Canada pour l'agriculture, pour tous les projets agricoles. C'est nous qui en faisons le plus. Et on est le plus important aussi partenaire d'Affaires mondiales Canada au Québec. Qu'est-ce qui fait qu'Affaires mondiales Canada fait confiance à Socodévie pour être un partenaire aussi important? Ben, c'est 40 ans d'expertise, d'expérience et de résultats dans nos projets Mhm, qui fait que ils nous font confiance, puis ils savent ce qu'on peut livrer. Euh, un des plus bels indicateurs qu'on reçoit des fois, puis c'est arrivé plus qu'une fois depuis que je suis à Socodévie, c'est que on se fait appeler. ah oui. On se fait appeler par des gens d'Affaires mondiales Canada qui nous ont dit, on était dans tel pays, vous faisiez tel projet, on a trouvé ça extraordinaire. Maintenant, je travaille dans un autre pays. Moi, je suis chef de l'aide en Tanzanie ou je suis chef de l'aide aux Philippines. Est-ce que vous pourriez considérer venir travailler ici? Alors, des fois, on dit oui. Est-ce que c'est la route normale d'un nouveau projet qui émerge? Justement, comment ça se détermine? Ouais. À quel pays on va travailler ou sur quel projet ou quel Ouais. objectif? Ben, il y a trois routes. En fait, il y a trois conditions qu'il faut qu'ils soient remplies pour qu'il y ait un projet qui émerge, hein. On peut le voir comme un triangle, là. OK. Ben, il faut qu'il y ait une opportunité, un besoin, une opportunité ou un Mhm, partenaire ou des partenaires, tu sais, qui sont. Il faut il faut que notre expertise à nous sur Codévi, puis ce qu'on peut faire corresponde à ce qu'eux ont besoin. Et il faut aussi des sous. Et donc, il mhm. faut un bailleur de fonds, un partenaire financier qui est intéressé à investir dans ce qu'on aura à proposer avec le partenaire. Alors, comme je l'ai dit, des fois, c'est le bailleur de fonds qui nous fait signe parce qu'il sait qu'on est très bon, puis il veut faire venir cette expertise-là dans sa programmation à lui. Parfois, c'est des coopératives locales qui nous contactent, puis on OK. entre en discussion comme ça. Et parfois, ben, c'est nous. On fait des recherches, puis on dit, bon, par exemple, l'Éthiopie. On commence un projet en Éthiopie depuis quelques mois. Ben, ça fait 3 ou 4 années qu'on regardait l'Éthiopie, puis on s'est rendu compte qu'il y a quand même un grand écosystème coopératif, mais qui pourrait potentiellement avoir besoin d'appui. Alors, on s'est mis à contacter des coopératives ou des fédérations, des unions de coopératives pour voir, bon, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des opportunités de partenariat? De Mhm. quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous seriez intéressé de travailler avec Socodévi, que Socodévi vous appuie dans votre développement? Et bon, les discussions démarrent comme ça. On, et en partenariat avec ces organisations-là, coopératives, avec qui on discute sur le terrain, des fois d'autres partenaires locaux aussi. Évidemment, on parle au gouvernement. Tu sais, c'est un projet agricole, on va se renseigner avec le ministère agricole, on va aller les rencontrer ou on va leur parler, c'est quoi votre stratégie, comment le développement coopératif cadre dans votre stratégie, est-ce qu'il y a des filières spécifiques dont vous voulez renforcer le développement, etc. Et on élabore une première ébauche de ce que pourrait être un projet. Et c'est avec ça que là, on va entrer en discussion avec le plus souvent notre bailleur de fonds principal qui est Affaires mondiales Canada. Puis s'il y a un intérêt, puis si ça cadre aussi avec leurs priorités à eux, leur analyse. Mhm. Puis là, on poursuit la discussion et on élabore ce qu'on appelle dans notre jargon une proposition complète qui, si elle est validée, ben, va mener à un projet. Puis ce chemin-là, là, je vous le dis en 30 secondes, mais ça peut prendre J'imagine c'est quelques années, là. ben, ça Wow. peut prendre n'importe quoi. Pour un nouveau pays, ça peut prendre n'importe quoi entre une année et demie puis 3 ans. Ah oui. Oui. Euh, Exceptionnellement, peut-être une année, là, mais c'est plutôt autour de 2 ans, là, puis des fois jusqu'à trois. Donc, ça peut être un long processus. Des fois, il faut s'y reprendre à plus d'une reprise. Des fois, le premier, Mhm. le première idée de projet ne cadre pas tout à fait. Puis, on continue les discussions. Puis, on arrive à trouver un, une idée qui correspond à la réalité puis aux besoins des trois parties prenantes. Mhm. Je comprends que la réputation de Socodévie, c'est c'est comme au cœur de vos affaires. C'est ce qui vous permet d'être connu à travers les bailleurs de fonds, à travers les partenaires aussi. Je serais curieuse de savoir, c'est quoi cette réputation-là à l'international des coopératives québécoises puis de Socodévie?
C'est intéressant ça, parce qu'il y a pas si longtemps encore, puis là, avant de parler de l'international, je vais parler Oui, d'ici là, on parlait de Soko Devi, et Soko Devi parlait d'elle-même, même parfois, comme le secret le mieux gardé de oui. la coopération internationale au Canada. Et donc, l'expertise était connue, mais était connue dans des cercles, disons, assez restreints. Mhm. Là, on commence déjà à être pas mal ailleurs et notre expertise, même ce qu'on fait puis qui nous sommes, commence à être connu beaucoup plus au Québec puis au Canada, à l'extérieur des cercles, disons, de la coopération internationale. Puis on est très content de ça. Euh, je dirais que dans, dans les différents pays où on a travaillé, il y a des pays quand même où on a des projets depuis bon, 40 ans, d'autres 35 ans, d'autres 30 ans, des fois presque en continu, des fois un premier projet, Mhm. bon, il y a différentes façons. Euh, et c'est frappant de voir comment les communautés où on a travaillé, les partenaires gouvernementaux avec qui on a travaillé, connaissent et reconnaissent Soko Devi. Écoutez, je peux vous donner un exemple, deux exemples très concrets, parce qu'on Oui. est en phase de retourner dans des pays actuellement où on n'était pas depuis un certain temps, euh, notamment au Pérou puis au Vietnam. Et alors là, on vient de signer des nouveaux projets et dans les deux cas, des collègues y sont allés et rencontraient du monde, parce que eux, ils n'étaient pas là nécessairement dans Mhm. les anciens projets, allaient dans les ministères, allaient dans les institutions, allaient chez des partenaires, et quand ils se présentaient comme Soko Devi, les gens disaient Hey Soko Devi, on est tellement content de vous revoir, il y a tant d'années, on a travaillé vous avec ça, Ah oui. on a travaillé avec vous sur tel aspect, puis ça a vraiment fait toute une différence. Alors, ça, c'est une évidence concrète que les résultats du Même travail après qu'on les fait sont années. reconnus, puis sont Mhm. reconnus dans les ministères de l'Agriculture, puis quand on y retourne, ben, ils sont contents Mhm. encore une fois de travailler avec nous. Euh, pour ceux qui connaissent peut-être pas les distinctions, pourrais-tu nous parler de la distinction entre aide humanitaire, coopération internationale, puis développement coopératif international, juste pour nous expliquer la différence, puis comment vous, c'est quoi votre segment ou Oui, votre bien sûr. spécialité à vous? Ben, d'abord, l'aide internationale ou la coopération internationale, bon, ça peut désigner tout ce dont je vais parler maintenant. OK. Ensuite, il y a peut-être deux grandes branches, là. OK. D'un côté, il y a l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, ça survient dans des contextes où il y a eu des catastrophes. Ça peut être des catastrophes naturelles, des catastrophes qui sont causées par l'homme, comme des guerres, Mhm. comme des changements climatiques qui fait que des territoires sont maintenant plus habitables, par exemple. Et donc, l'aide humanitaire intervient plus sur la satisfaction des besoins de base, tu sais, des besoins de l'eau, de l'eau pour boire, de la nourriture pour manger, des soins de santé. Et l'objectif de l'aide humanitaire, c'est vraiment de sauver des vies. Pour l'aide au développement maintenant, ben, pour le dire simplement, l'objectif, c'est pas de sauver des vies, mais c'est d'améliorer les vies. OK. Donc, c'est un travail qui se fait, si possible, quand il n'y a pas une catastrophe, qui se fait sur le long terme, qui se Mhm. fait avec des partenaires locaux, qui se fait en coopérant avec d'autres acteurs, des acteurs commerciaux, le gouvernement, les partenaires, et qui requiert un travail, disons, plus sur le long, un travail d'analyse d'abord, de compréhension des enjeux, un travail de planification avec tous les acteurs impliqués, puis ensuite un travail d'accompagnement qui peut s'échelonner sur 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, des fois plus. Ah Euh, oui. Ça arrive, puis c'est pas nécessairement en continu tout le temps, mais c'est comme ici, hein, on est un pays développé, puis on nous parle de quoi dans les nouvelles tout le temps? De développement, puis qu'il faut de la croissance, puis qu'il faut améliorer les choses. Ben, c'est pas différent dans l'aide au développement. Euh, on se fait demander des fois, mais quand est-ce que votre travail va être terminé? Mhm. Ben, tant qu'on aura quelque chose à offrir, qu'on aura une expertise qui est utile, qu'on aura des partenaires qui veulent Qui que en ça veulent. intéresse, qui veulent collaborer, et qu'on aura des partenaires financiers qui sont intéressés, ben on peut continuer à accompagner Mhm.
Il y a des gens très longtemps comme le CQCM, le consortium, le CDRQ qui accompagnent différentes coops au Québec. On Euh, n'arrête jamais. un Ouais. écosystème d'accompagnement, ben, euh, nous, on joue un peu ce rôle-là à l'international. Quand vous démarrez un projet, souvent vous avez une échelle, là, 4, 5, 6 ans, je crois. La majorité des projets, c'est pour 5 ans, OK. parfois 6, exceptionnellement 7 pour un projet. Oui. Comment est-ce que vous vous assurez que le projet, il se termine ou quand vous quittez, qui, qu'il y ait une pérennité, que ce qui a été construit ne sera pas déconstruit, que vous partez satisfait là, du projet? Ouais. Ben, la réponse, c'est le modèle coopératif en lui-même, en fait. Et c'est pour ça que Socodevi, on met beaucoup d'emphase, puis même dans notre secteur, parce qu'on n'est pas la seule organisation au monde, Socodevi, qui appuie le développement de coopératives, mais même dans ce sous-secteur-là des organisations qui font ça, on est vraiment reconnu pour ça, pour, je dirais, l'intensité du travail qu'on fait auprès de la coopérative elle-même, ok, dans trois dimensions principales. On travaille beaucoup sur de renforcer la gouvernance des coopératives avec lesquelles on travaille. On peut aussi travailler à renforcer le lien d'usage avec les membres. Et enfin, très important aussi, sur l'entreprise coopérative, hein. On Mhm. sait pour qu'une coopérative soit pérenne et dure et que l'intervention donc soit durable, il faut qu'il y ait une entreprise derrière qui est profitable. Donc, on va travailler sur ces trois dimensions-là et on a des outils qu'on a développés au fil des années, des expertises qui OK. nous permettent de faire ces diagnostics-là, de faire les plans avec les coopératives avec lesquelles on travaille. On s'entend sur, OK, quelles sont les priorités de développement, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pendant la première année du projet, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, pour qu'à la fin, justement, il y ait des bases assez solides pour que la coopérative puisse minimalement continuer de fonctionner et même se développer par elle-même. Des fois, il y a des... Et on travaille avec des coopératives à différents niveaux. Des fois, on travaille avec des coopératives naissantes, toutes petites. Des fois, on travaille avec des coopératives, disons, moyennes, et des fois avec Mhm. des coopératives plus structurées ou même des coopératives de deuxième niveau, des coopératives de coopératives. Donc, ces différents types de coopératives-là ont besoin de différents types d'appui aussi. Euh, mais notre approche nous permet de bien calibrer et de décider avec nos partenaires coopératifs des appuis qu'on va donner pour que justement, à la fin, ils puissent continuer. Et parfois, ben, ça peut arriver qu'on aura besoin d'un deuxième projet de 5 ans OK. pour pousser encore plus loin et vraiment assurer la survie. Surtout quand on travaille dans une nouvelle chaîne de valeur ou même des fois, on travaille au démarrage de coopératives. On a un bon exemple en ce moment de ça en Bolivie. On a démarré on a une nouvelle coopérative qui travaille dans une nouvelle chaîne de valeur, okay? Quelque chose qui n'existait pas avant, parce qu'on a fait une analyse économique, on était convaincus que pour vraiment changer leurs conditions de vie, il fallait pas juste faire plus ce qu'ils faisaient déjà les agriculteurs, il fallait faire quelque chose de nouveau. Et bon, c'est long à démarrer quelque chose de nouveau comme ça. Donc, on a eu un premier projet de 5 ans. Et là, on est dans la deuxième phase pour 6 ans. Et donc, ça a impliqué le démarrage d'une nouvelle coopérative, le démarrage d'une entreprise qui va transformer quelque chose qui s'appelle la tara, qui est OK. la tara, c'est une gousse d'un arbre qui est utilisée entre autres dans l'industrie du tannage et aussi comme gomme alimentaire. Et tous les résidus peuvent aller pour nourrir le bétail. Tout est utilisé là-dedans. OK. Avant, la Bolivie en produisait un peu et l'exportait sans aucun raffinage. Il n'y avait aucune Mhm. usine pour le traiter. Nous, on a construit une usine qui est en train de se mettre en route là, cette année. Et éventuellement, c'est la coopérative qui va récupérer la propriété de cette usine-là. Et on Ah va oui. travailler. Maintenant, on travaille avec elle à démarrer l'usine et à développer les marchés pour vendre les produits finis à l'international qui vont. Et pourquoi on fait ça? Ben, c'est souvent là qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée. Et si on veut vraiment transformer les conditions de vie des membres des coops avec lesquels on travaille, ben, souvent, Mhm. c'est une des façons privilégiées là, de travailler sur la transformation puis la commercialisation des produits. Ah, je suis vraiment épatée. Vous êtes en train de construire une usine. Ah, et Et construite c'est l'usine. et construite. Construite l'usine. Elle a été construite dans le premier projet. OK. Et là, le deuxième, c'est plutôt maintenant la mise en route et le développement des Mhm. marchés.
épatant quand même. Ça, c'est un pays parmi tous ceux dans lesquels Oui. vous travaillez. Donc, chaque pays a vraiment son projet distinct, ses objectifs distincts. Oui. Et il y a certains pays où on a plus qu'un projet d'ailleurs, mais oui, disons, la majorité de nos projets à Socodévi, c'est soit c'est beaucoup dans le secteur agricole, Mhm, forestier ou agroforestier, hein, et dans différentes chaînes de valeur. Parfois, c'est des chaînes de valeur d'exportation, hein, le café, le cacao, par mhm. exemple, la noix de cajou. Parfois, c'est des chaînes de valeur qui sont surtout pour l'approvisionnement du marché local et pour favoriser des meilleurs systèmes alimentaires locaux. Par exemple, en Éthiopie, la chaîne de valeur, c'est le teff dans lequel on va travailler. OK. Pour ceux qui sont déjà allés en Éthiopie ou manger dans les restaurants éthiopiens, ils font la base de l'alimentation, c'est une grande crêpe qu'ils appellent l'injera, qu'ils mangent avec tout c'est leur pain. Et Mhm. c'est une céréale éthiopienne unique à l'Éthiopie qui s'appelle le teff, qui va dans la fabrication de cette injera. Alors, le projet qui s'amorce veut renforcer des coopératives, majoritairement de femmes, qui travaillent à la production et la commercialisation et la transformation et la commercialisation de cette céréale locale, essentielle pour l'alimentation. De là, l'implication de coopératives membres de Socodévi comme Solio, la Fédération des coopératives forestières qui sont très impliquées et participent là, à des projets comme ça. Oui, et parfois, oui, effectivement, il y a un alignement, une expertise dont on a besoin technique, là. Mhm, Euh, Par exemple, dans des projets agroforestiers, c'est vrai que il y a plusieurs coops forestières et la Fédé qui sont venus appuyer, par exemple, la mise en place de pépinières dans des projets. Donc, il y a tout cet accompagnement-là technique, effectivement. mhm. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de cacao au Québec Au ou de Québec, pas café. encore, hein? Donc, mais on a besoin de plein d'autres expertises aussi de notre réseau parce qu'on ne fait pas que développer des chaînes de valeur, mais on travaille aussi Mhm, sur la coop elle-même. Donc, quand on parle de gouvernance coopérative, de système de gestion financière, de gestion des ressources humaines, même de communication, de commercialisation, de développement de nouveaux services pour les membres, il y a plusieurs autres opportunités pour d'autres types de coopératives au Québec ou de mutuelles de s'impliquer aussi dans nos mhm. projets. Euh, et c'est absolument clé là, au travail que Socodévi fait, puis ça fait partie de notre distinction aussi, puis de notre modèle. Beaucoup d'autres organisations internationales, de coopération internationale, quand ils ont besoin d'une expertise spécifique, ben, ils cherchent un consultant. Euh, Mhm. ben, nous, on demande à notre réseau de membres. Et c'est tout un avantage parce que c'est aussi fait partie de leur engagement aussi. On paye pas pour cette expertise. Le projet en bénéficie. Puis ça nous permet d'établir ce lien-là aussi d'intercoopération entre des coopérateurs puis des coopératrices Mhm. québécois D'ici et, avec ce. et des Mhm. coopérateurs et des coopératrices au sud. Et dans ce sens-là, on est toujours 100% aligné sur la vision puis des créateurs de Socodévi il y a 40 ans. Je serais curieuse de t'entendre sur le contexte politique actuel là, que j'ose pas nommer, là. Euh, mais l'agence USAID qui est en train d'être démantelée, euh, cette espèce de conflit entre travailler pour soi et travailler pour les autres qui est qui est en vogue, là. Oui, Comment est-ce que tu entrevois, toi, l'avenir de Socodévi dans ce contexte-là? c'est sûr que c'est un moment spécial pour la coopération internationale en ce moment avec ce qui se passe aux États-Unis. Puis qui a beaucoup d'impact parce que c'était une très grande part du budget global, là, soit de l'aide humanitaire ou de l'aide internationale, là. Mhm, Dépendamment des secteurs d'activité, entre 25 et 40, des fois 50% des budgets provenaient de sources américaines, là. Et ça, c'est pas totalement terminé, mais pratiquement. mhm, Et pas que, il y a d'autres gouvernements en Europe, c'est vrai, qui restreignent la bourse, en tout cas pour un temps. Tu sais, ils prennent des pauses dans l'approbation de nouveaux projets, par mhm, exemple. Alors, ça, c'est le contexte. Bon, par ailleurs, on n'a jamais, en tout cas au Canada, puis au Québec même, autant parlé de coopération internationale.
Et je peux dire que la plupart, en tout cas, des chroniques que j'ai lues, que j'ai écoutées à la radio, à la télé, étaient plutôt positives, en fait, qui Mhm. disaient, bon, c'est important, hein, ça fait partie aussi du rayonnement du Canada dans le monde, ça. Avant de parler de, pour Soko-Dévi, ce que ça veut dire, là, Ouais. euh, le Canada est pas isolé, il fait partie du monde, et ce qui se passe ailleurs impacte aussi le Canada, et c'est pour ça qu'on a de la diplomatie, c'est pour ça qu'on a des relations commerciales internationales, c'est pour ça qu'on a, oui, on parle beaucoup de défense puis d'améliorer notre armée, mais un autre pilier de ça qui est tout aussi important, c'est la coopération internationale. Et de travailler à appuyer, par exemple, le développement de coopératives à l'international, c'est aussi bon pour la prospérité des Canadiens, c'est aussi bon pour la sécurité des Canadiens puis des Québécois. Par exemple, il y a des recherches très intéressantes qui ont été faites par euh, une organisation dont nous sommes membres, une organisation américaine qui s'appelle OCDC, qui Mhm. regroupe une dizaine d'organisations comme Soko-Dévi qui appuient le développement de coopératives, qui ont fait des recherches en Amérique latine, au Honduras, au Guatemala, et qui démontrent très clairement que les personnes qui sont membres de coopératives ben, ont des meilleurs revenus, sont plus attachées à leur communauté, sont plus sensibles aux questions de développement durable et sont aussi moins intéressées à migrer. OK. Et d'autres recherches qui tendent à montrer que 1 dollar investi en coopération internationale, ça donne 7 dollars de bénéfices économiques pour parce que c'est toujours plus coûteux de gérer une crise que d'investir en Mhm. prévention, hein. On parle beaucoup de ça dans le cadre des changements climatiques. Ben, la même logique s'applique Ouais. un peu au développement international. Alors, maintenant, ça, c'est le contexte. Pour Soko-Dévi, ce que ça veut dire, puis comment on se situe dans ça, euh, ben, on a la chance d'avoir des très bonnes relations avec notre bailleur de fonds principal qui nous soutient encore. On vient de signer 3 nouveaux projets. Donc, on peut se projeter, et c'est des projets de 3, 4, 5 ans, donc on peut se Mhm. projeter pour l'avenir encore. Ça fait aussi plusieurs années qu'on investit dans la diversification du financement et ça commence à payer. Donc, OK. avec des bailleurs de fonds d'autres pays, des bailleurs de fonds multilatéraux, des entreprises privées, des fonds d'investissement d'impact social et évidemment, là, on planifie d'investir encore plus dans cette diversification du financement dans les Mhm. prochaines années. Euh, donc, on a quand même une fondation solide, on a une bonne posture financière, une bonne posture programmatique, un bon ancrage dans les pays où on travaille, des résultats reconnus. Alors, Mhm. franchement, comme je dis à l'équipe, même si c'est vrai que la situation n'est pas facile, moi et le comité de direction et tout ça, on demeure très serein, puis on est déterminé à continuer de positionner Soko-Dévi pour l'avenir et de continuer le travail qu'on fait d'appui aux coopératives. Et même si il faut le faire avec d'autres sources de fonds, puis en développant d'autres modèles de partenariat ou d'intervention aussi. Donc, vous êtes créatif aussi dans votre approche pour vous assurer de ne pas être dépendant d'une seule source de revenus. Oui, et Mhm. on vient de terminer une planification stratégique et je peux pas, elle n'est pas validée par le CA, alors, mais Ça reste entre nous, là. un des maîtres mots, c'est l'audace. Donc oui, on va continuer de travailler avec Mhm. audace pour continuer de mettre de l'avant la qualité du travail qu'on fait, puis l'importance de ce travail, de ce travail-là, encore plus dans un monde qui entre dans une phase de turbulence. Merci. Si vous avez des questions pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à les écrire. En attendant, j'ai une dernière question pour toi de mon côté, Jean-Philippe. Oui. Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, OK, comment est-ce que je peux contribuer? Comment est-ce que je peux m'engager auprès de Socodévi? Qu'est-ce que tu leur réponds? Aïe, 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 aïe. Il y a plein de choses, il y a toute une gradation de choses qu'on peut OK, faire. parfait. Ça va de simplement peut-être nous suivre sur les réseaux sociaux, aller sur Mhm. notre page Facebook, LinkedIn, sur notre site web, puis suivre nos activités. On peut s'abonner à notre infolettre, évidemment.
c'est toujours possible de faire un don aussi. Et une chose intéressante aussi à considérer, c'est que euh, chaque dollar de don qu'on reçoit nous permet d'aller en chercher 19 autres. 19, 19. Donc, au total, comment? ça fait 20 dollars. C'est Ouais. multiplié par 20, en gros. Parce que les projets qu'on met en œuvre, il faut, la plupart du temps, euh, fournir une partie du budget, qui est Mhm. normalement à peu près 5%, de 5%. Alors, si on ne trouve pas ces sources de financement alternatives qui nous permettent d'aller chercher ce 5%-là, ben, on ne peut pas aller chercher le 95 qui reste. Mhm. Donc, en faisant un don, en nous supportant financièrement, vous nous permettez d'aller chercher plus d'argent, beaucoup plus d'argent, pour nous permettre d'appuyer plus de coopérateurs, de coopératrices et de coopératives dans les pays en développement. On peut aussi contribuer en ce qu'on appelle dans notre jargon l'expertise conseil. J'y ai fait référence un peu tout à l'heure. Quand on a besoin d'expertise, on se rapproche de nos membres auxiliaires, pour voir s'ils ont cette expertise-là, s'ils peuvent la rendre disponible pour Socodévi. Des fois, c'est à distance. Souvent, ça implique de voyager dans les projets pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, à différents moments de la vie d'un projet. Et enfin, ou une autre façon de soutenir Socodévi. Et je ne sais pas s'il y a des membres de conseils d'administration de coopératives qui nous écoutent. Il y a certainement des employés, il y a peut-être des membres de la direction de coopératives. Vous pouvez aussi devenir membre auxiliaire de Socodévi et vraiment là, Mhm. établir un lien concret avec Socodévi qui va vous permettre de suivre nos activités, d'être plus impliqué dans Socodévi. Peut-être de vous donner l'opportunité à vous ou à un de vos employés d'aller faire une mission d'expertise conseil et de clairement aussi marquer le coup et de signifier que vous soutenez l'intercoopération du mouvement coopératif québécois à l'international, comme ça, en devenant membre de Socodévi ou membre auxiliaire de Socodévi. Bon, fait il y a suffisamment d'options pour répondre à tous les goûts. Oui, On va prendre le temps tantôt de mettre toutes ces informations-là dans le clavardage, les liens, l'infolette, les réseaux sociaux, la page de don aussi. Euh, puis, l'autre chose intéressante, là, il y a une exposition là, en cours au musée de la oui, civilisation à Québec. oui, il y a une expo photo au Musée de la Civilisation au Québec qui a commencé il y a un peu plus qu'une semaine, puis qui Mhm. se va jusqu'au 10 ou 15 mai, là. Donc à peu près 2 mois, et qui retrace vraiment, c'est une exposition photo sur l'histoire de Socodévi. Donc ça retrace notre expérience depuis 40 ans dans différents pays, avec des photos évidemment, mais une ligne du temps, des témoignages, des histoires, des histoires à succès, des résultats de ce qu'on a accompli. Vous pouvez aller voir ça. Quand vous rentrez dans le musée de la civilisation, c'est juste à gauche de la réception, vous allez pouvoir y aller. Parfait. Puis une expo gratuite en plus. Là. Fait une belle Gratuit, activité printanière pour tout le oui. monde. Allez prendre une marche dans le Vieux-Québec, allez-y avec vos enfants, votre famille, vos amis, passez le mot. On serait plus qu'il y a des gens qui vont l'avoir, plus ça va aussi. Une façon de s'engager, ça va augmenter même la notoriété contribuer à augmenter la notoriété de Socodévi. On l'a dit, on n'est plus le secret le mieux gardé de la coopération internationale au Canada Non, non. et On veut plus que vous le soyez, le secret mieux gardé, là. Ça suffit. J'ai quelques questions pour toi, Jean-Philippe. La première qui nous a été demandée, quels sont les deux, trois dénominateurs communs entre les projets qui réussissent et à l'inverse aussi, les dénominateurs de ceux qui réussissent pas? ouais. Bon, connaissance du contexte, hein, c'est vraiment clé. Euh, Relation de collaboration, de partage, de coopération étroite avec les coopératives avec lesquelles on travaille, qu'on appuie, et la bonne expertise au bon moment. Sans Mhm. ces trois choses-là, ben, c'est difficile hein, d'avoir des résultats à la fin. Euh, ben, à l'inverse, des fois, c'est un peu si il n'y a pas la bonne expertise, si les relations se dégradent, puis des fois, c'est pour des facteurs contingents. Si le conseil d'administration change, des fois, une petite coopérative, ça tient beaucoup à une ou deux personnes au conseil d'administration. Des fois, on peut prendre un pas de recul. Mais des fois, c'est pour mieux avancer par la suite aussi.
Donc, c'est pas parce que dans le cours d'un projet non plus, des fois, il y a un petit recul qu'on ne continue pas de s'investir, puis Mhm. qu'on peut pas quand même, après 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, arriver à des résultats intéressants. Mais ça, c'est absolument clé. Et justement, en termes de connaissance du contexte, sur Codévi, la très grande majorité de nos employés, c'est des employés nationaux, hein, qui Mhm. connaissent le contexte. Nous autres, et on a de plus en plus même des experts au niveau national dans les projets, mais aussi au niveau régional. En Afrique, on a des experts, des spécialistes en genre, en environnement, en développement coopératif qui connaissent très bien le contexte, qui collaborent dans les projets aussi. Et des fois, il y a certains pays où aussi on travaille depuis plusieurs années, donc cette connaissance du contexte, elle est là. Quand on arrive dans un nouveau pays, c'est vraiment important de travailler avec des bons partenaires qui connaissent Mhm. le contexte, puis de trouver des bons employés nationaux qui aussi connaissent le contexte et vont nous permettre de s'adapter rapidement, là. Ben, justement, vous êtes en Ukraine là, depuis plusieurs années. Oui. Si on parle de contexte difficile, je peux pas voir un contexte plus difficile que celui-là. Comment est-ce que le projet peut continuer, comment ça se vit dans cette équipe-là? Ben, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Ukraine, puis il y a un beau paradoxe aussi à quelque part. Mais c'est sûr qu'au début, quand la guerre a commencé, puis là je parle de la deuxième phase de la guerre, celle qui a OK. commencé il y a 3 ans, hein, parce qu'on l'oublie souvent, mais ça a commencé en 2014, toute cette histoire-là, avec le premier envahissement, si on peut dire, du Donbass. Mais il a fallu, on travaillait tout près de la frontière à ce moment-là, entre autres. Donc il y a ça, Entre l'Ukraine et la Russie, là. même la ligne de front du territoire que la Russie avait conquis en 2014. OK. Donc, les premiers mois, disons, il a fallu se repositionner, euh, assister nos employés, même certains membres de coop partenaires qui voulaient se relocaliser, à les relocaliser. On a pu, puis ça c'est exceptionnel pour Soconévi, mais fournir une assistance humanitaire là, à certaines personnes, certaines organisations pendant quelques mois. Mais on a pu se repositionner, ben, continuer à travailler avec d'autres coops qui n'étaient pas dans ces zones-là immédiatement touchées. Mhm. Puis après ça, trouver d'autres coops dans d'autres zones du pays qui nous ont permis de continuer le travail. Et un des paradoxes, c'est certain que l'ajustement là, au niveau de la gestion sécuritaire, du traumatisme, même sur nos employés, sur nos collaborateurs, on peut penser que des champs aussi où il y a des obus qui sont maintenant contaminés par les obus, des choses qu'on n'avait jamais faites. Maintenant, on a de l'expertise pour comment décontaminer des terres. Ah Euh, oui. oui, oui, qui ont été contaminées par des obus. Euh, mais le paradoxe, c'est celui-ci, c'est que il y a un engouement comme on n'a jamais vu en Ukraine pour le coopérativisme. Mhm. Eux, ils arrivaient d'une historique soviétique où les Mhm. coopératives, c'était pas des coopératives à la québécoise où c'est des gens qui Ouais, se mettent ensemble pour répondre à un besoin. C'était une collectivisation forcée par le régime c'est communiste ça. Mhm. et qui s'est pas faite heureusement. Donc, il y avait un peu cette lourdeur, pesanteur historique là. Et ça nous a pris au début, puis pendant les 10 12 années avant là, la dernière fois, beaucoup de travail, beaucoup d'éducation, beaucoup de discussions pour même convaincre les gens d'embarquer dans des coopératives. OK. Mais là, c'est complètement l'inverse. Les gens se mettent ensemble, ils veulent coopérer, ils viennent nous voir et nous proposent leur projet coopératif et proposent eux-mêmes, sans même qu'on leur demande, de co-investir pour développer leur activité. Donc, dans ce contexte-là, on a pu trouver quand même pas mal de nouveaux partenaires très dynamiques, super engagés. Il faut dire que quand je dis on, là, c'est parce qu'on travaille tellement étroitement ensemble mais on travaille en Ukraine avec des partenaires nationaux. On n'a aucun employé Socodevi en Ukraine. On OK. travaille que à travers des partenaires, et ça depuis le début de nos interventions là-bas, là, il y a une quinzaine d'années, qu'on soutient eux-mêmes dans leurs activités de développement et de renforcement coopératif. En tout cas, ça me remplit d'espoir de savoir que ça a donné un élan important Ben, là. oui, oui, il y a ce paradoxe-là, puis c'est ça qui donne de l'énergie à nos partenaires, puis aux équipes de nos partenaires, puis aux personnes de continuer, parce qu'ils voient l'importance de ce qu'ils font, puis là, il y a une demande comme il n'y en a jamais eu avant pour ce qu'on a à offrir, puis ce qu'ils ont à offrir. Une autre question pour toi, Jean-Philippe.
sur bon, dans la façon que Socodevi intervient dans les pays à l'international. Est-ce que Socodevi réalise des études de faisabilité au préalable ou vous choisissez certaines filières agricoles comme défi d'accompagnement? Comme défi d'accompagnement. Euh, Ben oui, on fait toujours des études préalables. Au début, comme je l'ai dit, j'ai expliqué un peu le processus tout à l'heure. Dans cette phase-là, oui, il y a une étude préalable, là, même à la rédaction de ce qu'on appelle la première note conceptuelle, là, la première idée de projet OK. qu'on va pouvoir Le soumettre au premier jet, supérieur. là, ouais, que vous Puis, avez. puis si on a le feu vert pour la proposition complète, ben on approfondit la réflexion. Et sur un projet de 5 ans, il y a toujours la première phase du projet aussi qui peut prendre entre 3 à 6 mois qui est la phase de préparation du plan de mise en œuvre sur 5 ans. Et là, il y a une série d'autres études qu'on va faire, euh, notamment dans tous les projets sur la question d'égalité homme-femme, d'égalité du genre. Ça, c'est dans tous les projets. Et ensuite, ça dépend du type de projet, hein. Si c'est un projet sur une chaîne de valeur particulier, ben là, on va approfondir notre connaissance encore sur cette chaîne de valeur-là. Parfois, ça va même plus loin que ça. Des fois, c'est une activité du projet de sélectionner la chaîne de valeur dans laquelle on va travailler. On ne la sait même pas encore. Euh, OK. on a une idée, on a un éventail, mais parfois, pendant les 2 premières années du projet ou la première année, on fait plusieurs études pour déterminer, bon, dans cette zone-là, il y a une 7-8 chaînes de valeur habituelles, là, laquelle est la plus prometteuse au niveau commercial, au niveau de la transformation. Ou de l'exportation peut-être. Et parfois, on va même sélectionner une qui n'est pas encore cultivée dans une zone précise parce qu'on étudie d'autres possibilités aussi. C'est ça qui est arrivé avec la Tara et l'Origan et d'autres chaînes de valeur en Bolivie notamment. Euh, donc oui, il y a toujours beaucoup de recherche, d'études de faisabilité, euh, de développement, de plans d'affaires, etc. Et ça se fait en collaboration avec parfois certains partenaires sur le terrain, parfois les experts de nos institutions membres, ou nos spécialistes, nos conseillers ou conseillères au siège, que ce soit en environnement, en égalité du genre, en assurance agricole, OK. en chaîne de valeur, en suivi évaluation et bien entendu en développement coopératif. Donc on a toutes ces expertises-là au siège aussi qui peuvent piloter ces études-là. Tu as mentionné que dans tous les projets, il y avait un axe sur l'égalité homme-femme. Une étude, oui, qu'on appelle, OK. oui. Euh, Pourquoi? Ben, c'est très, très important. Dans tous nos projets, une part significative des actions porte sur l'autonomisation économique des femmes. Euh, euh, et ça, ça va là, de leur implication dans les activités économiques de leur entreprise familiale jusqu'à leur implication dans au niveau de la coopérative, soit dans les assemblées générales, dans des Hmm. comités, au conseil d'administration. Ben, pourquoi c'est important? Ben parce que c'est 50% de la population de l'humanité, mais plus il y a une littérature là, très, très, très étoffée en développement qui montre que euh, pour améliorer le bien-être économique des personnes, d'une famille, des enfants, ben, il y a un plus grand retour sur investissement quand on travaille avec des femmes qu'avec des hommes. Donc, il y a J'aime vraiment des ça. raisons économiques très solides derrière ça aussi. Et c'est pour ça qu'on le fait. Bon, fait qu'un argument de vente, mais avec des valeurs cachées derrière tout ça. Oui, oui, les deux, absolument. Ben, je vois que l'heure avançait très vite. Je vais prendre le temps de te remercier, Jean-Philippe, d'avoir échangé avec moi pour me permettre d'en apprendre plus sur votre organisation, que ce soit finalement le secret le moins bien gardé du Québec. Puis, sur une note finale, de dire qu'avec tout le contexte socio-politique actuel, qu'on on est nombreux là, à chercher du sens, à vouloir poser des gestes pour améliorer la situation, ben, si vous avez le goût de contribuer, ben, tournez-vous vers Socodevi qui vraiment permet de faire des actions concrètes qui ont un impact positif sur des millions de gens là, partout dans le monde.
Donc, merci beaucoup. On va mettre les liens de partage dans le clavardage, puis au plaisir de se revoir dans une prochaine conversation. Merci beaucoup, Claire, pour l'opportunité. C'était vraiment très agréable. Au revoir à tous et à toutes. J'espère que vous avez apprécié et contactez-nous, ça va nous faire plaisir. Bonne journée tout le monde.